C'est une merveilleuse soirée et la nuit est longue. Je vais la passer à vous raconter l'histoire de mon ancêtre Hercule. Vas-y, nous t'écoutons. Je suis curieux, je n'ai jamais entendu l'histoire d'Hercule. Il y a longtemps, dans l'Antiquité, les dieux étaient les maîtres de l'univers. Quelquefois ils étaient bons et quelquefois ils étaient méchants, mais ils étaient toujours capricieux. Les dieux vivaient dans de magnifiques palais sur le mont Olympe, et le sommet de cette montagne était toujours caché à la vue du peuple par d'épais nuages. Souvent, quand les dieux étaient en colère, les nuages devenaient noirs et étaient percés d'éclairs et de roulements de tonnerre. Derrière les nuages se trouvaient les quartiers des dieux. Des palais magnifiques entourés de jardins splendides où le vent n'osait jamais souffler. L'air était éternellement plein de parfums des fleurs de printemps et le bleu du ciel était toujours lumineux. Au milieu des palais des autres dieux se trouvait la somptueuse résidence dorée de Jupiter et de sa femme Junon. Chaque jour, les dieux qui vivaient sur le mont Olympe quittaient leur magnifique palais et se réunissaient dans l'immense et splendide salle du trône de Jupiter. Le conseil des dieux célestes gouvernait le monde de là-haut, installé dans toute sa splendeur. Mais nous aurons le temps de faire leur connaissance au cours de notre histoire. Maintenant, les seuls qu'il soit important de rencontrer sont les tout-puissants Jupiter et sa belle reine adorée Junon. Jupiter était le seigneur de la création, et même si son frère Neptune avait le contrôle des mers et son frère Pluton le contrôle des enfers, il avait toujours le dernier mot. À moins d'une intervention suprême et mystérieuse du destin. Mais Jupiter n'abusait jamais de son énorme pouvoir, et c'est pourquoi sa tante Thémis, déesse de la justice, était toujours assise sur les marges de son trône. Jupiter n'avait qu'une faiblesse, il aimait les belles femmes et n'avait jamais résisté à la tentation de consommer son amour. Sa femme Junon, déesse de la fertilité et du mariage, était naturellement très jalouse. Elle bannissait les pauvres filles qui succombaient aux avances de Jupiter et déchaînait sa rage contre son mari lui-même. Leurs disputes étaient fréquentes, mais Jupiter ne s'en inquiétait jamais trop. Pendant ce temps, dans le monde des mortels ordinaires, Demain matin, quand nous entrerons dans la cité de Thèbes, le peuple nous accueillera comme des héros. Oui, il y aura du vin, des femmes et des chansons et la fête durera pendant des jours. Après des mois de combat, je vais enfin retrouver ma belle et chère femme, la douce Alcmène. Achetez ma soie, gente dame. Je garantis qu'il n'y en a pas de meilleur dans le monde. Quand je donnerai le signal, je veux que tu te couches immédiatement. Et ne te lève pas pendant 3 jours. Va maintenant.
Amphitryon, tu m'es enfin revenu, mon cher. J'ai tenu ma promesse, mon amour. J'ai vaincu les Taphiens. J'ai enfin vengé la mort de tes frères. C'est un grand jour. Oh, mon héros. Je t'aime, mon héros. Je peux enfin consacrer tout mon temps à ma belle épouse. Eh, bienvenue, maître, bienvenue. Que les dieux soient loués. Que se passe-t-il? Pourquoi personne n'est là pour m'accueillir? C'est impossible qu'on ne sache pas que je suis de retour. Je suis de retour, ma belle épouse. Je sais, mon amour. Je remercie tous les dieux pour ça. J'ai tenu ma promesse. Mes soldats ont mis à sac l'île de Taphos. J'ai vaincu Ptérélas. Je possède tous leurs trésors et leurs... Je sais, mon amour. Je connais déjà tous les détails de tes exploits, mon héros. Tu dois être aussi fatigué que moi. Maintenant, allonge-toi à mes côtés. Va trouver Térésias le devin et ramène-le immédiatement. Bienvenue, Amphitryon. On m'a dit que la grande victoire t'a souri. Mais mon retour rencontre l'indifférence de tout le monde, y compris ma femme. Alcmène me dit qu'elle est déjà au courant de tous mes exploits, alors que je ne lui ai jamais rien raconté. Tu as été frappé par un glorieux malheur, ô noble et courageux Amphitryon, descendant de Persée. Pendant que tu étais parti, Jupiter, frappé par la beauté de ta femme, a pris ton apparence et est entré chez toi à ta place. Tu t'es mêlé de la destinée d'Alcmène. Pourquoi n'as-tu pas pu la laisser à son propre sort? Pourquoi es-tu si en colère? Ce n'est qu'une mortelle après tout. Ou es-tu jalouse parce qu'elle est si belle? Bien sûr que non. Enfin, regarde-moi. Je suis bien plus belle que n'importe quelle mortelle. En outre, le destin a déjà décidé que le premier descendant de Persée régnera sur Argos. C'est ce que tu penses, mon cher. Maintenant, je sais ce que j'ai à faire pour changer le destin de l'enfant. Sa colère montant, Junon demanda à sa fille Ilithie, la déesse de la naissance, de d'abord mettre au monde Eurysthée, fils de Nicipée, une autre descendante de Persée, et un peu plus tard, le fils d'Alcmène. Et donc, la prédiction de Jupiter se réalisa. Eurysthée devint roi d'Argos, et Alcmène mit au monde des jumeaux, Hercule, fils de Jupiter, et Iphiclès, fils d'Amphitryon. Ha! Ma femme, en retardant sa naissance, tu t'es assuré qu'Hercule ne deviendrait pas roi d'Argos. Mais maintenant, je fais de lui un demi-dieu. Mercure! Mercure! Mercure était un homme de valeur. Fils de Jupiter et de l'une des Pléiades, il était un ambassadeur intelligent des dieux et avait assez de liberté pour régler ses affaires à sa manière. Il était le dieu du commerce et des voyages. Malin et de bonne composition, il était aussi, grâce à un certain manque de scrupules, le protecteur des voleurs et des tricheurs.
Lorsque Junon, dans sa rage, arracha Hercule de son sein, son lait divin se répandit dans le ciel et forma la Voie lactée. Mais la ruse de Jupiter réussit. Hercule avait bu quelques gouttes de lait de Junon, assez pour faire de lui-même un demi-dieu. Mercure le ramena à sa mère et, pendant plusieurs mois, Junon fit mine de ravaler sa rancœur. Mais une nuit... Et c'est comme cela qu'Amphitryon reçut confirmation qu'Hercule était bien le fils de Jupiter. Plusieurs années passèrent. Hercule et Iphiclès étaient devenus deux jeunes hommes. Au début, Amphitryon les éleva comme des princes parce qu'il redoutait la colère de Jupiter. Mais avec le temps, il s'attacha sincèrement à son fils adoptif, si fort et si intelligent. Bats-toi avec lui, Autolycos. Puisque vous êtes tous les deux fils de Dieu, vous pouvez tester votre force l'un contre l'autre. Quant à moi, j'en ai assez pour aujourd'hui. Oh, quand je me bats avec mon frère, je suis toujours blessé. Iphiclès est très fort et très brave, Amphitryon. Mais il n'a aucune chance contre Hercule. Il n'y a qu'une solution, nous devons trouver des adversaires à la mesure de chaque garçon. Maintenant, voyons si ce garçon vaut le fils de Mercure. Hey! Ah oui, Amphitryon a donné aux garçons les meilleurs professeurs. Autolycos, le maître de lutte, était en réalité le fils de Mercure et de Chione. La plus grande qualité d'Autolycos n'était pas son habileté à se battre, mais son astuce, héritée de son père et qu'il légua à son fils Ulysse. Rhadamante, le professeur de droit, était le fils de Jupiter et le frère de Minos, grand roi de Crète. Il était si sage et si juste que quand il mourut, il fut envoyé aux enfers pour juger les morts. Le maître d'escrime était Castor, un autre fils de Jupiter. Oui, Jupiter s'était transformé en cygne pour séduire Léda, épouse du roi Tindare. Plus tard, elle donna naissance à 4 enfants, 2 jumeaux, fils de Tindare, et Castor et Pollux, les jumeaux divins, qui accomplirent de nombreux exploits. Eumolpus, le professeur de chant, était le fils de Neptune, dieu des mers. Eurytos, le professeur de tir à l'arc, était le fils du plus grand archer de Grèce et hérita du don de son père, ou peut-être le reçut-il directement de son grand-père Apollon. Son arc était si spécial que des années après, son fils en fit don à Ulysse, qui s'en servit pour vaincre les prétendants. Chiron, le fils de Saturne, était immortel et le plus célèbre des centaures dans l'Antiquité. Grâce à sa grande sagesse et à sa connaissance, il était très recherché comme professeur et enseigna à Hercule et Iphiclès les arts de la médecine et de l'astronomie. Linos, le professeur de musique, fut le premier à utiliser des cordes en intestin pour sa lyre. Linos était très fier d'Iphiclès qui était très doué pour la musique. Et il était très irrité par Hercule qui n'était doué pour rien. Arrête ça! Les sons que tu fais sortir de cette pauvre lyre offenseraient un sourd. Laisse-moi tranquille, stupide musicien. Je ne veux pas jouer de la lyre. Je suis 1000 fois plus intéressé par combattre 100 taureaux. Va-t'en! Va-t'en! Hercule! Oh! Oh! Créon, roi de Thèbes, bannit Hercule pour quelque temps en punition de ses attaques contre Linos et pour lui apprendre à contrôler son tempérament et sa force. Hercule fut envoyé garder les bœufs et les moutons sur le mont Cithéron. La vie au grand air le rendit plus fort et plus agile que jamais, mais ne lui enseigna certainement pas comment vivre en société. Hey!
À part le visiteur occasionnel, les seuls gens qu'Hercule voyait étaient la famille d'un gardien de vaches nommé Teutoros, avec qui il s'exerçait au tir à l'arc et la lutte. Hercule! Hercule, un féroce lion que personne n'a le courage de chasser et de tuer a décimé tous nos troupeaux et ceux du roi Thespios. Ne t'inquiète pas. Je partirai demain, j'irai à la cour du roi Thespios et je chasserai ce lion. Je suis Hercule, sire, et je suis venu pour tuer le lion qui détruit vos troupeaux. Je suis enchanté de t'accueillir sur mes terres, Hercule. Vraiment. Ta présence nous honore, que les dieux soient favorables à tes efforts. Hercule resta presque 50 jours à la cour du roi Thespios. Chaque jour, à son retour de la chasse, il était accueilli par les 50 filles du roi. Mais il n'y avait aucune trace du lion. Puis, un jour... Hercule tua à main nue le terrifiant lion. Et la nouvelle de son exploit passa de bouche en oreille jusqu'aux régions les plus reculées. Et donc la réputation d'Hercule, le demi-dieu, était née. Il était temps pour mon ancêtre de retourner dans sa famille à Thèbes. Sur son chemin, il rencontra des envoyés du roi Orchomène qui allaient à Thèbes pour percevoir la redevance que lui devait le roi Créon. Hercule les envoya promener, prit le commandement de l'armée de Thèbes et vaincut le roi Orchomène une fois pour toutes. Pour montrer sa gratitude, le roi Créon donna en mariage à Hercule sa fille Mégara. Le mariage fut célébré en grande pompe. Le peuple applaudit et les dieux et déesses furent heureux de leur union. Ils inondèrent le couple de cadeaux, tous sauf Junon. Quelques années après, Hercule et Mégara étaient heureux en mariage et avec leurs enfants, quand, finalement, Junon leur envoya un cadeau. Alecto était l'une des 3 furies qui dévasta si profondément l'esprit d'Hercule qu'il commit un acte d'une horreur indescriptible. Pour qu'Hercule fasse amende honorable, les dieux le bannirent de Thèbes et lui ordonnèrent de servir son cousin Eurysthée, roi d'Argos. Eurysthée n'était pas du tout généreux avec Hercule. En fait, il avait peur de lui et essaya par tous les moyens de s'en débarrasser en lui donnant à accomplir les fameux travaux. Vous êtes tous fatigués, hein? Vous voulez que j'arrête? Oh non, s'il te plaît, continue, c'est très intéressant. Pour commencer, Eurysthée envoyait Hercule tuer le lion. Une bête terrifiante d'origine divine, avec une peau si épaisse qu'il était invulnérable. Le lion du mont Cithéron faisait figure de chaton en comparaison. Hercule confronta la bête armée seulement d'une massue et le mit en pièces avec ses mains nues. Ignorant sa valeur, Eurysthée donna la peau du lion à Hercule, qui, en la portant, devint presque invulnérable lui-même. Ensuite, Eurysthée ordonna à Hercule d'entrer dans les marais de Lerne et de tuer l'hydre, un monstre encore plus terrifiant que le lion. L'hydre était un effrayant dragon à 9 têtes, avec 9 bouches affamées et 18 yeux ardents. Chaque fois qu'elle quittait son repère, elle dévorait des troupeaux de moutons entiers. Hercule arriva dans les marais sur un char conduit par son neveu, le jeune fils d'Iphiclès, Iolaos. Il tira des centaines de flèches pour forcer l'hydre hors de son antre.
Une fois le monstre à découvert, Hercule le confronta avec son épée et usa toute sa force pour couper 2 ou 3 de ses têtes. Malheureusement pour Hercule, le sang coulant de chaque tête coupée en créait 2 autres et le combat devint de plus en plus difficile et dangereux. Fais un feu, et quand apparaissent de nouvelles têtes, aide-moi à les brûler. Grâce à l'aide de son neveu, Hercule terrassa l'hydre et sa victoire le rendit encore plus invincible. Avant de quitter les marais, il trempa le bout de son épée dans le sang empoisonné du monstre. Hercule rentra triomphant sur les terres de son cousin, mais Eurysthée lui dit que sa réussite ne comptait pas parce que Iolaos l'avait aidé et il lui ordonna de partir immédiatement sur une autre mission impossible. Mais je vous raconterai ça et les autres 10 travaux demain. Maintenant, il est temps pour nous d'aller au lit. Quand Hercule rentra sur les terres de son cousin, Eurysthée lui dit que le massacre de l'hydre ne comptait pas, à cause de l'aide d'Iolaos. Et donc... raconte-nous l'autre aventure, Hercule. Allez, Hercule, tu peux pas être si fatigué que ça. N'arrête pas maintenant, Hercule. Allez. Non, non, j'ai pas envie d'aller au lit. Allons, Hercule, ne t'arrête pas. Il a raison. Rien n'est plus agréable que d'écouter des histoires autour d'un feu tard dans la nuit. Ah. D'accord, je capitule. Il n'est pas encore temps d'aller au lit. Et Eurysthée ordonna à Hercule de partir immédiatement sur une autre mission impossible. Cette fois, Hercule fut envoyé à la recherche d'un sanglier monstrueux dans les montagnes d'Arcadie. Une énorme bête sauvage qui terrorisait la région, tuant hommes et animaux et détruisant champs après champs. Eurysthée était sûr qu'Hercule ne reviendrait pas vivant. Hercule mit longtemps à atteindre l'Arcadie et il dut faire face à toutes sortes de difficultés en chemin. Il arriva enfin dans la région où le sanglier géant vivait, l'explora de fond en comble en vain. Le monstre n'était nulle part. Ce sont des traces de sangliers sauvages. J'ai enfin trouvé ma proie. J'ai bien de la chance. La neige est profonde. Cela ralentit le sanglier.
Pourquoi cette hâte? Votre Altesse, Hercule vient d'entrer dans la ville. Et il porte un énorme sanglier sauvage sur ses épaules. Hercule est encore revenu vivant. Tu dis qu'il vient d'entrer dans la ville et il vient ici avec le sanglier sauvage d'Érimante. Oui, Votre Altesse. À l'aide! À l'aide! Quelqu'un à l'aide! Dis à Hercule que je suis pas là! Fais venir les gardes royaux pour l'arrêter! Ni lui ni le sanglier ne doivent entrer dans le palais royal! Dis à Hercule qu'il doit attendre de nouveaux ordres de moi! Convaincu qu'Hercule ne pourrait plus ramener de bêtes monstrueuses au palais royal, Eurysthée confia à son cousin une autre tâche impossible. Il l'envoya capturer la biche de Sérénie. L'énorme biche légendaire avait des cornes dorées, des sabots d'airain et 4 sœurs qui, comme elle, étaient consacrées à Diane, la déesse de la chasse. Obéissant à un ordre strict de Junon, Diane lâcha la biche sur la colline de Sérénie pour qu'elle fût le sujet d'un des travaux d'Hercule. La tuer ou même la toucher était considéré comme un sacrilège. Capturer la biche était considéré comme une tâche impossible, parce que ni Dieu, homme ou animal n'était aussi rapide. Je suis épuisé. J'ai chassé cette biche pendant 1 an. Je me demande si je l'attraperai jamais. Je sais que je dois servir mon idiot de cousin en accomplissant 10 travaux pour lui. Néanmoins, je commence à penser que ma punition est trop sévère pour mon crime. Ah, cela fait des heures qu'elle lutte maintenant. Espérons qu'elle se fatiguera avant moi. Tout à coup, Apollon et Diane, les jumeaux de Jupiter, apparaissent devant Hercule. Ils lui barrent le chemin en le fixant sévèrement. Hercule a particulièrement peur de Diane à cause de sa cruelle et vindicative réputation. Hercule, comment oses-tu capturer la biche dorée de Sérénie?
Tu sais parfaitement qu'elle est sacrée et que personne n'a le droit de la toucher. Et toi, tu as essayé de la tuer, Hercule. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais essayé de la tuer. Je ne l'ai même pas égratignée. Qui plus est, vous savez aussi bien que moi que je n'ai pas le choix. J'ai été forcé à la capturer. Et toi, Apollon, tu devrais comprendre ma situation mieux que personne et me donner ton pardon. L'oracle de Delphes qui t'est dévoué m'a dit que pour expier mon crime, je devais me mettre à la disposition d'Eurysthée et exécuter ses ordres pendant 10 ans. Eurysthée est celui qui m'a ordonné de capturer votre biche. Si je te mis en colère, Diane, si j'ai commis un sacrilège en capturant la biche, ce n'est pas moi, mais Eurysthée qu'il faut blâmer. Je ne peux que répéter que c'est lui qui m'a ordonné de capturer la biche, et ce sont les dieux de l'Olympe qui m'ont ordonné d'obéir. Nous ne pouvons nier qu'il est de bonne foi. Que proposes-tu de faire, ma chère Diane? Très bien. Nous t'autorisons à ramener la biche avec toi au palais d'Eurysthée. Mais tu devras la libérer aussitôt qu'il aura vu que tu as exécuté son ordre. Rapporte à Eurysthée ce que nous avons dit mot pour mot et fais-lui comprendre que notre colère n'aura pas de limite s'il ne se soumet pas à notre volonté. Eurysthée évita à nouveau Hercule quand il rentra dans la ville et lui refusa l'accès au palais. Eh bien donc, il ne put faire part lui-même au roi de sa rencontre avec Apollon et Diane. Néanmoins, la biche fut libérée et Eurysthée confia à Hercule un nouveau travail. Il lui ordonna de partir immédiatement sans même un jour de repos. Cette fois, Eurysthée envoya Hercule tuer des oiseaux qui vivaient près du lac Stymphale. Cela n'a peut-être pas l'air difficile, mais croyez-moi, c'était encore une mission impossible. Sauvons-nous! Hercule attendit en vain 3 jours que les oiseaux stymphaliens réapparaissent pour pouvoir les tuer de ses flèches empoisonnées. Puis, la déesse Minerve entendit sa prière et décida de l'aider. Je suis venu t'aider à vaincre les oiseaux mangeurs d'hommes, Hercule. Souffle dans cette corne, le bruit effraiera les oiseaux et les fera venir.
Merci Minerve, déesse de la sagesse. Tu les as eus!
Et donc, Hercule accomplit avec brio une autre mission impossible. Mais Eurysthée avait encore de nombreuses tâches en réserve. Je vous en raconterai une autre demain soir. Maintenant, il est temps d'aller au lit, mes amis. Tu me demandes, Eurysthée? Oui, en effet, je dois te parler de ta prochaine mission. Voyons voir, je t'ordonne d'aller nettoyer les écuries d'Augias, roi d'Ilide. Mais ces écuries sont immenses et couvertes de fumier. Il y a des années qu'elles n'ont pas été nettoyées. De plus, cousin Eurysthée, j'ai l'habitude de capturer des animaux sauvages, de tuer des monstres. Ceci n'est pas un travail pour un héros. Tu vois, bien. Au contraire, je pense que c'est le travail idéal pour toi. Et c'est mon opinion qui compte ici. Je sais que ces étables sont sales. Bien que l'origine divine du bétail le protège contre les maladies, tu n'as qu'une journée pour tout nettoyer. Mon célèbre ancêtre arriva au palais du roi Augias et lui fit une proposition. Il lui offrit de nettoyer les étables en seulement une journée si le roi acceptait de lui donner 1/10 de son bétail en rétribution. En une seule journée? C'est ce que j'ai dit. Très bien. Si mes étables sont propres, au coucher du soleil, je te donnerai 10% de mon troupeau. Oh là là, mais j'ai jamais entendu ça. Mais qu'est-ce que c'est ça, 10%? Oh là là. Cela ne me coûte rien d'accepter ce marché. Il est peut-être capable de nettoyer mes étables en 1 an, mais jamais d'ici ce soir.
récompense. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais te donner des bêtes? Tout le monde sait que le nettoyage a vraiment été accompli par le fleuve Alphée, et aussi que le fleuve est à moi, parce qu'il coule sur mes terres. Bien sûr qu'il l'est, Votre Altesse. Bien sûr, Votre Altesse. Tu entends ça, Hercule? Qui plus est, tu devais accomplir ce travail parce que Eurysthée te l'avait ordonné. Ce travail ne compte pas. Comment ça, cela ne compte pas? Parce que tu as essayé d'en tirer profit pour toi-même. Mais tu sais bien que je n'ai rien obtenu du tout en échange. Je sais, mais quand même tu as essayé, n'est-ce pas? C'était la deuxième fois qu'Eurysthée refusait de valider un des travaux d'Hercule après qu'il fut accompli. Maintenant, le nombre de travaux qu'Hercule devait exécuter en punition de son crime était monté à 12 au lieu de 10. Ignorant la colère d'Hercule, Eurysthée lui ordonna un autre travail. Voyons voir. Ah oui! Quand Neptune a envoyé à Minos, roi de Crète, un taureau noir magnifique pour qu'il le lui sacrifie, Minos a sacrifié à sa place une bête émaciée. Pour punir Minos de cette insulte, Neptune tourna les sangs du taureau et le rendit fou, le transformant en grave menace pour les habitants de l'île. Voici ce que je veux que tu fasses. Va me chercher ce taureau, Hercule. Attention! Allez, sauvons-nous! Attention, il va nous attraper! Sauvons-nous, voilà le taureau, attention! Attention! Le taureau, il arrive! Le voilà, attention! Non! Allez! Au secours, le taureau, là! Enlevez-moi ce taureau de là! Faites-le sortir! Je te le donnerai en cadeau si tu veux! Tu es libre maintenant. Ne te fais pas reprendre. Que dois-je faire maintenant? Tu iras à Thrace pour capturer les juments du roi Diomède et tu me les ramèneras. Je parie que vous pensez qu'attraper quelques chevaux était une tâche aisée pour un héros comme mon ancêtre. Mais les juments du roi Diomède étaient des animaux spéciaux, aussi cruels que leur maître. Le roi les gardait enfermés et les nourrissait des corps des marins naufragés qui nageaient jusqu'à la côte, quand leurs navires sombraient dans les terribles tempêtes au large de Thrace.
pas partir. Capturez-le et tenez-le au jument. Excellent, excellent. Mes hommes l'ont enfin maîtrisé. Comment peux-tu être encore en vie? Maudit sois-tu! Garde! Voilà tes juments, Eurysthée. Je les ai capturés pour toi, j'ai exécuté tes ordres. Pourquoi m'as-tu ramené ces bêtes sauvages, Hercule? Je pensais que tu me ramènerais les plus beaux animaux du monde. Le géant Gérion possède les bœufs écarlates les plus merveilleux. Je t'ordonne de les lui voler et de me les ramener. Et donc Hercule partit encore. Cette fois, sa destination était le coin le plus reculé de l'ouest du monde, sur les rives du grand océan. Il arriva au détroit qui sépare l'Europe de l'Afrique, où deux continents se font face. Et donc, au-delà du détroit se trouve un immense océan dont les vagues sont battues par des vents très violents. De l'autre côté, Hercule construisit une seconde colonne. Et depuis, cet endroit est connu sous le nom des colonnes d'Hercule. Pendant des siècles, elles représentèrent la frontière entre les mondes connus et inconnus. Éteins cette bougie, elle m'éblouit! Hé, trouve une autre cible. Tu es Hercule, n'est-ce pas? J'ai toujours admiré ton audace. Et puisque tu as arrêté de m'envoyer tes flèches quand je t'en ai prié, je voudrais te retourner la faveur. Je vais te prêter ma nacelle d'or pour t'aider à continuer ton voyage. Cela te plairait-il? Merci Hélios, dieu du soleil, je te suis très obligé.
Qu'y a-t-il au trosse? Je les achète! Je vais payer maintenant! Tu vas pas t'en tirer comme ça! Avant que je m'attrape! Mon intéressé! Je vais t'attraper! Merci encore, Hélios, dieu du soleil. Avec ta merveilleuse nacelle, je pourrais voguer sur les eaux tumultueuses du grand océan et mettre fin à mes travaux. Hercule voyagea à travers l'Espagne, la Gaule, les neiges profondes des montagnes, et arriva en Illyrie et Thrace. Il marcha et marcha, ignorant les éléments, la fatigue et le passage du temps. Rien ne pouvait l'arrêter. Il devait ramener les bœufs écarlates à Eurysthie à tout prix et finir ses travaux aussi vite que possible. Corrige-moi si j'ai tort. J'ai peur qu'il ne lui reste plus qu'une seule tâche à faire, n'est-ce pas? Non! Corrige-moi si j'ai tort, j'ai peur qu'Eurysthée n'ait pas compté 2 de ses travaux, nettoyer les écuries d'Augias et tuer l'hydre. Alors il a encore 3 travaux à accomplir. Exactement, les 3 aventures les plus excitantes. Alors allez, continue donc, raconte-les-nous. Non, elles sont trop longues. Ça prendrait toute la nuit. Maintenant, il est temps d'aller au lit. Je continuerai demain. Bonne nuit. À cette époque, Eurysthée était tourmentée par son enfant gâté de fille, Admète. Elle avait entendu parler de la ceinture d'Hippolyte, reine des Amazones, et elle désirait la posséder. Eurysthée n'avait aucune intention de satisfaire le caprice de sa fille, mais il accepta quand même, pensant que ce serait une opportunité de se débarrasser d'Hercule pour toujours. Bien sûr, je suis désolé que ma fille n'obtienne jamais la ceinture qu'elle veut tant. Mais ce n'est qu'un simple prétexte. Du moment que les Amazones réduisent Hercule en purée, je serai content. Je trouverai bien un autre bibelot pour consoler la peine d'Admète.
Et donc Hercule partit s'emparer de la ceinture de la reine des Amazones, accompagné par Persée, Péléas et Télamon. Du voyage plein de dangers, Hercule fut en vue des côtes du territoire des Amazones. Les Amazones étaient une tribu de femmes guerrières qui vivaient sur les bords de la mer Noire. Elles tuaient sans pitié tous les hommes qui osaient entrer dans leur domaine, et la reine Hippolyte était protégée par des gardes armés jusqu'aux dents. Les rumeurs qui nous sont parvenues sont vraies. C'est le navire d'Hercule là-bas. Nous devons informer la reine Hippolyte immédiatement. Hé, Antiope, hâtons-nous! Nous avons de terribles nouvelles, reine Hippolyte. Nous avons vu Hercule, Thésée, Péléas et Télamon. Qu'allons-nous faire? Dites-nous, Majesté. Recevez-les avec honneur et amenez-les-moi. Ce sont de grands héros et ils méritent notre respect. Ils seront nos invités. Si tels sont vos ordres, Majesté, nous vous obéissons. Je ne vois personne. Qu'en penses-tu, Thésée? Est-il possible que notre arrivée fût inaperçue? Non, c'est peu probable. Mais tu as raison. Pourquoi n'y a-t-il pas de guerrières sur la rive pour nous rencontrer? Bienvenue. Nous venons au nom de la reine Hippolyte pour vous escorter jusqu'au palais royal. Eh bien, ça commence plutôt bien. Zut, cette idiote d'Hippolyte ne va pas tuer Hercule. Elle va le divertir. Eh bien, je ferais mieux d'agir sans aucun délai. Ou alors Hercule va réussir à accomplir ce travail aussi. C'est intéressant, en effet. Tu as entrepris ce long et laborieux voyage pour t'emparer de ma ceinture. Pas d'inquiétude, puisqu'elle est si importante pour toi, Hercule. Je me ferai un grand plaisir de te la donner en cadeau. La reine est belle, n'est-ce pas? On dirait qu'Hercule pourra obtenir ce qu'il voudra. À mon avis, elle est fichue. Elle n'a Dieu que pour lui. Depuis leur rencontre. Je le savais, mon plan a échoué. Je dois mettre fin à ceci tout de suite. Hippolyte est complètement amoureuse d'Hercule et fera tout pour lui plaire si je n'agis pas maintenant. Je suis la reine des dieux. Rien ne peut m'empêcher de vaincre mes ennemis. Je vais me rendre invisible et semer la discorde parmi eux. Ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Allez, vas-y, tu peux la battre. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, tu peux le faire. Vas-y. Elle me semble être une fille intelligente. Et on dirait que les autres ont beaucoup de respect pour elle. Je vais la posséder et je verrai ce que je peux faire.
pas d'inquiétude. Je vois venir un problème. Thésée ne quitte pas la reine Hippolyte des yeux. Mais elle ne le regarde même pas. Elle n'a Dieu que pour Hercule. S'il te plaît, considère ma ceinture tienne, mon héros et invité. Maintenant que ceci est réglé, j'espère que vous profiterez de notre hospitalité pour quelques jours de plus. Je suis peut-être trop soupçonneuse, mais l'arrivée d'Hercule et de ses hommes pourrait être une menace pour nous. Tu penses vraiment que ces invincibles célèbres héros ont entrepris un voyage si long et si ardu pour une simple ceinture ? Notre vaillante reine Hippolyte a toujours interdit aux hommes l'accès à notre territoire, mais maintenant elle accueille ce groupe avec bienveillance et tous les honneurs. Je suis convaincue que ces hommes sont venus prendre possession de nos terres et que l'amour d'Hippolyte pour Hercule va leur rendre la tâche plus facile. C'est à nous de jouer. Voulons-nous être à la merci d'hommes qui nous retireront notre liberté ? À bas les hommes, ils ne régneront jamais sur nous. Nous avons choisi de vivre sans eux. Nous devons agir maintenant et nous rebeller pour protéger ce choix. Il n'y a pas une minute à perdre. Agissons dès maintenant. Nous devons noyer ces hommes et ramener notre reine à la raison. Tu as raison, nous devons chasser ces hommes de nos terres. Nous devons leur montrer qu'on ne trompe pas les Amazones. En avant, allons, mort à tous les hommes, chassons-les tous de nos terres. Quels sont ces cris? Que se passe-t-il dehors? Maudite sois-tu! Ce n'était donc qu'un piège! Ah, non, ce n'est pas vrai, Hercule, tu as tort. Je suis aussi surprise que toi. Quelle est cette folie? Déposez vos armes et quittez cette salle. C'est un ordre de votre reine. Tu nous as trahis. Tu mérites de mourir. Hercule! Que les dieux te maudissent, Hercule! Cette fois, je te détruirai! La présence de Junon dans le corps d'Antiope la rendait meilleure combattante et aussi forte qu'un homme. Étonné, Hercule se trouva sur la défensive. Et il aurait peut-être été vaincu si le destin n'était pas intervenu en sa faveur. J'ai encore une fois été vaincue, mais tôt ou tard, je me débarrasserai d'Hercule. Que faisons-nous? Pourquoi cette bataille? Qu'est-il arrivé? Avons-nous tué quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle fut donc la cause de cette attaque contre nos invités? Tu as perdu, Hippolyte. Maintenant, ta ceinture. Tu es très fort, Hercule. Je veux voir si tu es bon au tir à l'arc. Mesure-toi à moi, et si tu gagnes, alors je te donnerai ma ceinture. D'accord, très bien. J'accepte. Cette haie d'arbres là-bas sera le site de notre compétition. Nos flèches devront passer à travers les cerceaux que mes guerrières lanceront. Après chaque tour, la taille des cerceaux diminuera et nous continuerons jusqu'à ce que l'un de nous manque. Comme les héros se préparaient à rentrer chez eux, Hippolyte donna sa ceinture à Hercule. Thésée était enfin heureux.
Les yeux de la reine Hippolyte étaient pleins d'amour pour lui et il promit de revenir la voir. Leur navire prit la mer, profitant de vents favorables. Naturellement, aussitôt qu'Hercule arriva à Argos, Eurysthée lui donna une autre mission. Cette fois, c'était une tâche qui semblait trop difficile. Minerve, Mercure, venez tout de suite. Qu'y a-t-il? Pourquoi tant de hâte à nous faire venir? Vous devez descendre sur Terre et aider Hercule. Eurysthée lui a ordonné d'aller aux enfers et de voler le Cerbère, le chien à 3 têtes qui garde les portes du domaine de mon frère Pluton. Aucun mortel ne peut pénétrer le royaume des morts et revenir vivant. C'est bien pourquoi il aura besoin de votre aide et de vos conseils. Bienvenue. M'amenez-vous un message de mon divin père? Oui, Hercule, ton père, le suprême Jupiter, nous a envoyés avec ordre de t'aider à accomplir ta tâche avec succès. Aucun mortel n'est jamais revenu du royaume des morts, Hercule. Et donc, Minerve et Hercule prirent la route de l'Hadès. Quand ils arrivèrent aux portes du royaume des morts, Mercure prit la tête parce que sa tâche habituelle était d'accompagner les morts dans l'au-delà. Et ce fut Mercure qui persuada Charon, le sinistre passeur sur le fleuve Styx, de transporter Hercule sur l'autre rive. Ils ne virent personne en chemin, parce que les morts savaient qu'Hercule leur rendait visite. Ils avaient peur de lui et restèrent hors de vue. Comment oses-tu amener un mortel ici? Qui t'a autorisé à me faire ainsi offense? Ton frère, le suprême Jupiter, m'a ordonné d'escorter son fils jusqu'à toi. Hercule a une question à laquelle toi seul peux répondre. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous rappeler que Jupiter n'a aucun pouvoir ici dans l'Hadès. Quand nous partageâmes le royaume de mon père, je reçus l'Hadès. Je suis le seul au pouvoir ici. Pourquoi devrais-je recevoir la requête d'un mortel? Dans ce cas, peut-être que ce défi t'intéressera. Pourquoi ne pas me combattre sans tes pouvoirs divins? Si je gagne, tu me permettras d'expliquer la nature de ma requête. Compris? Es-tu sûr de vouloir me combattre? Très bien, je ne me souviens pas de ma dernière distraction. Nous combattrons, et si tu gagnes, j'écouterai ce que tu as à me dire. Mercure et moi l'empêcherons d'utiliser ses pouvoirs divins. Mais sois prudent, ne crois pas le battre facilement, d'accord? Je suis prêt à me battre. Pas aussi facile que prévu, hein? Je crois qu'Hercule a gagné Pluton. Alors tu dois tenir ta promesse et l'écouter. Je tiens toujours mes promesses. Eh bien, d'accord. Quelle est donc ta spéciale requête, Hercule? Mon cousin Eurysthée, avec l'aide de l'oracle de Delphes, m'a condamné à le servir pendant 10 ans. Et il m'a ordonné de lui ramener Cerbère, le chien qui monte la garde sur ton royaume. Tu crois que je vais te donner mon fidèle Cerbère? Eh bien, il est important que je ramène le chien à Eurysthée. Après, je peux te le renvoyer. Très bien, tu peux prendre Cerbère, mais seulement si tu peux le vaincre dans un combat à main nue. La condition de Pluto prit mon pauvre ancêtre par surprise. On amena Cerbère, et là, dans la grande grotte, l'effrayant chien à 3 têtes et Hercule se mesurèrent au combat.
Satisfait maintenant? Très bien. Je t'autorise à prendre Cerbère avec toi. Pars, pars! Merci, Pluton. J'espère que je pourrai bientôt te le renvoyer. Et donc Hercule retourna au palais d'Eurysthée avec le féroce Cerbère à 3 têtes, mais son cousin refusa de le voir. Enfin, un serviteur du roi vint voir mon ancêtre et l'informa que son dernier travail était de ramener 3 pommes d'or du jardin des Hespérides. Le problème avec cette tâche était que personne ne savait très bien où se trouvait le jardin des Hespérides. Dans le jardin, il y avait un arbre aux fruits d'or que Gaïa avait donné à Jupiter et Junon en cadeau de mariage. Les Hespérides étaient les filles d'Atlas et leur travail était de garder le jardin. La seule personne qui connaît le chemin, c'est Nérée, le vieux roi de la mer. Nérée avait le pouvoir de changer d'apparence quand et comme il le voulait. Et Hercule trouva difficile de le localiser et de le faire parler, mais il réussit enfin. Nérée dit à Hercule d'aller aux frontières du monde, là où le géant Atlas supporte le ciel, et de lui demander de cueillir les pommes d'or. Et toi en bas, qui es-tu et que veux-tu? Je suis Hercule et j'essaye de trouver le jardin des Hespérides. Que veux-tu dans le jardin? J'ai été envoyé en mission ici par mon cousin Eurysthée. Par ordre des dieux, je suis à son service depuis 10 ans et j'ai encore une mission à remplir pour lui. Je dois lui ramener 3 pommes d'or. Ne tu te trompes pas, tu ne réussiras jamais une telle mission. Junon a ordonné à un dragon immortel à 100 têtes de garder le jardin avec mes filles. Je suis le seul autorisé à cueillir les pommes, mais comme tu peux le voir, je suis occupé à faire autre chose. Et si je restais ici et supportais les cieux à ta place, pendant que tu vas dans le jardin pour moi et cueilles les pommes? Tu penses vraiment que tu peux le faire? Après 1000 ans comme ça, je ne dirais pas non à un peu de repos. Hercule n'y regarda pas à 2 fois. Il grimpa sur la montagne pour prendre la place d'Atlas. La tâche qu'il se donnait ne pourrait être égalée par personne, mortel ou dieu. Il ne faisait autre que supporter les cieux. Atlas s'éloigna gaiement, couvrant de nombreux lieux à chaque pas et sombra lentement dans la mer. Comme le temps passait, Hercule eut peur d'avoir surestimé sa force et que le géant ne revienne jamais pour reprendre sa place. Vous pouvez imaginer son soulagement quand il vit Atlas sortir de l'eau 3 pommes d'or à la main. Tu me parais faire du très bon travail ici. Je parie que tu pourrais continuer pendant 1000 ans. Seulement en apparence. Oh, c'est bien, je vois que tu as ramené les pommes. Bon, si tu les poses par terre, je te rendrai les cieux et je repartirai chez moi. Non, désolé de te décevoir, mais j'ai porté ce poids énorme pendant si longtemps. Il est juste que quelqu'un d'autre s'en charge pour un moment. Pour un moment? Non, non, c'est hors de question. J'ai une tâche à remplir. Oh, pas la peine de te faire du souci au sujet de ces pommes. Je les porterai à ton cousin. Est-ce que ça te va comme ça? Non, ça ne va pas du tout comme ça. Mais je vois que je n'ai pas le choix. Hercule réalisa qu'Atlas ne lui voulait pas de mal, mais abusait juste de sa bonne volonté. Très bien. Tu y vas et fais ce que tu as à faire. Je resterai en pensant à la gloire que je vais connaître quand le peuple découvrira que je supporte les cieux. Désolé de te déranger. Je me demandais si tu pouvais me rendre un dernier service avant de partir. Bien sûr. Que veux-tu donc? Pourrais-tu reprendre ta place juste pour un moment, le temps d'arranger ma peau de lion plus confortablement?
Il y a 2 ou 3 étoiles qui me piquent le dos. Laisse-moi d'abord poser les pommes. Quand Atlas posa à nouveau les cieux sur ses épaules, Hercule se dégagea. Il ramassa les 3 pommes et reprit la route. Il avait accompli son dernier travail. Il serait enfin capable de se soustraire à son tricheur de cousin. Maintenant, vous savez comment Hercule accomplit ses 12 travaux. Il est temps pour nous d'aller au lit. Bonne nuit, mes amis.